je viens à Maroc. Mais le nom Casablanca, pour moi, c'est... je connais depuis des années, parce qu'il y a un film Casablanca, il y a une chanson Casablanca. Donc en Chine, Casablanca est très bonne. Mon travail, je suis un radiothérapeute. Moi, je traite une maladie spéciale, cancer de Gabon. L'incidence est le plus haut au sud de la Chine du monde. Donc, à l'hôpital, on a beaucoup de patients avec cancer de Gabon. On traite à peu près 5000 nouveaux cas dans mon hôpital par an. Mais je sais qu'à Maroc, il y a une incidence de cancer de Gabon aussi. C'est le médium, incidence est médium, on dit médium du monde. Donc je ne sais pas le chiffre exact parce que je ne connais pas le médecin ici. Voilà. Pour le sujet, on le pose aujourd'hui. Je pense au parler de télémédecine. Chez nous, c'est deux parties. Moi, c'est les premières parties, c'est entre les médecins. Il y a des médecins des autres hôpitaux qui nous donnent des dossiers par Internet. Et puis on étudie les dossiers, on lui donne notre avis de traitement ou diagnostic. C'est une partie. L'autre partie, c'est avec mon portable, je peux surveiller tous les malades de moi, hospitalisés avec les consultations. Même je suis ici, ce matin je travaille aussi, je surveille les malades hospitalisés. Donc c'est les deux parties. On peut faire des consultations sur Internet aussi. Et puis les malades je peux prescrire des médicaments et prescrire des examens. Et pour les malades pour payer à la maison et après ils choisir une date qu'ils peuvent venir à l'hôpital directement faire les examens. Ça comment dire, ça facilite les temps, les déplacements, les dépenses aussi. Oui, ça évite les dépenses. Ok, c'est mon parole, je ne sais pas comment. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je suis très contente d'être ici à Maroc. Merci. Je remercie Thomas de Camille qui m'a permis de partager avec vous ce moment. Donc moi je voulais parler, j'avais une présentation qui est à votre disposition si vous voulez. Je voulais partager avec vous les avancées qu'on peut avoir au Maroc parce qu'en télémédecine on peine un petit peu. Ça fait depuis 2018 que le décret est sorti et on n'est pas encore arrivé à faire des choses vraiment tangibles malgré l'avancée qu'on a eue avec la Covid. La période Covid, elle nous a permis quand même de beaucoup avancer au niveau du suivi de la vaccination par exemple, au niveau des applications qui ont été appuyées par le ministère de la Santé. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées à partir de la période Covid. Mais juste après, on dirait qu'il y a eu une baisse encore. On n'a pas beaucoup profité de cette période-là. Donc ce que je vais proposer dans mon intervention, c'est l'utilisation des applications mobiles en e-santé au Maroc. Du moment qu'on n'est pas encore arrivé à faire rapidement de la téléconsultation, de la téléexpertise, ça coince encore. Il y a une sous-branche de la télémédecine qui est la M-Health, ou la Mobile Health. Cette Mobile Health permet aux applications mobiles, à travers l'utilisation des téléphones portables, notamment des smartphones, et tout le monde a un smartphone. Je pense que le taux de pénétration est à 130% au Maroc.
de téléphonie mobile. Donc avec ça, on peut faire beaucoup de choses, et notamment dans le suivi des maladies chroniques. Vous savez que les maladies chroniques au Maroc représentent 70% des maladies et des problèmes de santé publique. Et donc, ces 70%, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est les maladies neurodégénératives, c'est les AVC, c'est les cardiopathies, c'est les maladies psychiatriques, maladies mentales. Tout ça sont des maladies chroniques qu'on peut, dans 3/4 des cas, suivre à distance. Et les applications mobiles permettent, via une téléphonie, permettent de donner des conseils, de suivre le patient. On appelle ça des applications compagnons. Et c'est très facile, ça coûte pas cher, et ça permet de faire évoluer ces maladies dans le bon sens et d'accompagner le patient. Le patient lui-même, il devient acteur de sa maladie. Et donc, acteur de sa maladie, c'est plus un patient qui est assisté, c'est fini. Donc, le patient est au centre, mais il est acteur aussi de son traitement de sa maladie. Ces maladies chroniques sont elles consomment beaucoup de temps. Donc, et aussi, ces applications mobiles leur permettent de donner beaucoup d'informations. Les maladies chroniques, les patients demandent beaucoup d'informations. Et ces applications mobiles vont les aider à justement avoir ces informations très facilement chez eux. Aussi, les applications mobiles dans notre pays, on a peu de médecins, ça vous le savez tous, qu'on est en déficit en personnel médical et paramédical, et ça permet justement d'avoir un conseil, donc sans que le malade se déplace, un élément dans la prévention aussi, par exemple un rappel de vaccination, un rappel de consultation, un rappel de bilan pour les maladies chroniques, pas obligé d'aller venir chez le médecin, de faire une prescription de bilan pour qu'il revienne un mois plus tard. Donc je pense qu'au Maroc, la téléphonie mobile et les opérateurs télécoms, ils doivent participer avec nous. Ils ne doivent pas rester en retrait par rapport à l'évolution de la santé au Maroc. Il faut qu'ils nous accompagnent, et avec ça, on va peut-être beaucoup gagner. Juste un exemple en Turquie, en 2003, quand il y avait un nouveau gouvernement, ils avaient mis des applications mobiles pour la lutte anti-tabac. Et le taux de cancer du poumon avait diminué de 30%. Puis, après, il y avait en 2013 un nouveau gouvernement qui a arrêté tout ça, et il y a eu une recrudescence des cancers du poumon. Donc, juste pour donner un exemple, parce que ce sont des applications qui sont très aidantes et qui sont dans la prévention, dans le suivi, dans le conseil, chose que nous, on en a besoin pour justement pallier ce déficit en partie. Je vous remercie. Un grand plaisir que je participe à ce grand événement suite à l'invitation de l'association que je suis membre, les compétences médicales des Marocains du monde, l'invitation de mon ami Sylvie, que je remercie beaucoup, et notre président qui est là, c'est Samé. Donc c'est avec un grand plaisir, et avec Mme Ranabi aussi, avec qui j'ai échangé, pour partager avec vous un petit peu ce que nous faisons au niveau de l'intelligence artificielle. Donc nous, on relève d'un établissement d'ingénieurs, de l'école d'ingénieurs, et donc l'intelligence artificielle, on la parcourt dans tous les domaines, mais nous avons un laboratoire de recherche qui est spécifique pour tout ce qui est médical, que je dirige également. Alors, dans les thématiques que nous abordons, c'est-à-dire que les travaux de recherche qu'on fait dans ce domaine de l'imagerie médicale, notamment sur les IRM cérébrales, les IRM cardiovasculaires et la mammographie. Ce sont donc 3 types de cancers qui sont très, très dominants ici dans notre pays, et on essaie de contribuer pour donner des solutions. Alors, le travail que nous faisons, d'ailleurs il a été dit par le président, c'est la venue de l'intelligence artificielle. On a travaillé au début avec des algorithmes habituels, on prend des modèles mathématiques, on développe des programmes informatiques. Et à partir des années 2017, on a connu un envahissement
des solutions d'intelligence artificielle. Et donc, tous les chercheurs se sont migrés vers l'utilisation des plateformes d'intelligence artificielle. Autrement dit, ils vont rester dans une situation d'obsolescence. Ça veut dire que leurs travaux ne vont servir à rien dans la mesure où l'intelligence artificielle a dominé tous les domaines. Et depuis ce temps-là, donc, nous commençons à développer, bien sûr, ces algorithmes qui nécessitent, bien sûr, un calcul de haute performance pour faire un traitement en temps réel. Il a été souligné tout à l'heure par notre collègue, c'est qu'on cherche à avoir des résultats instantanément. Au fur et à mesure que fait de la consultation, on doit avoir des résultats. Et ça demande une puissance de calcul très très importante, ce qui fait qu'on a marié un petit peu l'infrastructure de calcul, ce qu'on appelle les GPU, les Graphical Processing Units, avec les algorithmes pour pouvoir avancer. Ceci étant dit, sachant que même avant l'histoire de l'intelligence artificielle, c'était donc basé sur des algorithmes de ce qu'on appelle maintenant le deep learning actuellement, l'apprentissage profond, mais qui demande énormément de calcul. Alors depuis la venue aux années 90, où on avait commencé un petit peu l'histoire des réseaux de neurones, les modélisations, tout ça, on était arrêté par le fait que les machines, les ordinateurs de l'époque ne pouvaient pas satisfaire. Ça veut dire qu'il faut attendre au moins 3 jours pour espérer avoir un résultat. Et à savoir, est-ce que c'est correct ou pas. Donc avec la venue des GPU, donc ça a donné un grand élan au calcul de haute performance, ce qui a fait une grande naissance partout dans le monde de l'intelligence artificielle avec les modèles ou les plateformes actuelles de développement. Alors, ceci nous a permis bien sûr d'élargir notre champ d'action et de voir ce qui se passe au niveau de la cardiologie, des IRM cardiovasculaires, de voir ce qui se passe au niveau de la mammographie. Et donc, on a élargi un petit peu notre champ d'action. Et bien sûr, on a énormément de résultats qui ont été comparés avec ce qui se fait à l'international, avec des publications, voire même des brevets, dans lesquels on va en profondeur pour pouvoir ressortir le maximum d'informations sur un cliché IRM ou un cliché de radiologie. C'est-à-dire que c'est un travail de fond théorique sur les signaux générés par les appareils de mesure, bien par les IRM ou bien par la radio. Et donc, ce sont là notre champ d'action. On est donc à côté des médecins, mais on ne va pas dire que l'intelligence artificielle va remplacer les radiologues, ça c'est faux, c'est quasiment faux. C'est un outil qui va aider les radiologues à avoir d'autres résultats, d'autres analyses très pertinentes en se basant sur le recul, bien sûr, l'expertise acquise par les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc je pense que avec le débat, on peut avoir d'autres choses à expliquer. Et ma présentation, il est donc chez la régie, si vous en aurez besoin. J'ai présenté 3 cas d'études que nous avons fait, les IRM cérébrales, dans lesquels on essaie de localiser avec une très grande précision les tumeurs, leur volume en 3 dimensions, et une autre application dans les problèmes des AVC, lorsqu'il y a un AVC, donc il y a des tissus cécilaires qui sont morts, des ischémies, et qui durcissent la paroi du myocarde, ce qui donne une déformation sur les battements du cœur. Et donc c'était un problème soulevé par le CHU de Casablanca, dans lequel on leur a donné une solution pour pouvoir détecter à l'avance, lorsqu'il y a une crise de ce genre-là, est-ce que le cœur il va être récupéré par des médicaments, ou bien il va être récupéré par une intervention chirurgicale, ou bien ça y est, c'est perdu, c'est pas la peine d'aller encore perdre de l'argent, donc c'est à laisser le patient avec un traitement au quotidien. Voilà. La 3e application, c'était donc la détection précoce des nécroses au niveau des seins, des mamelles, en utilisant la mammographie.
Donc on essaie de localiser en 3 dimensions la dimension des cailloux, bien des cellules tumorales, pour pouvoir donner aux spécialistes de visibilité pour procéder soit à une chirurgie, soit à un traitement médical, soit à un traitement radiologique. Ça dépend, c'est leur métier, donc c'est à eux de voir. Mais l'essentiel pour nous, on leur donne des outils d'aide pour qu'ils puissent prendre une très bonne décision avec le minimum de coûts, soit pour les patients, soit pour l'hôpital, et pour également faire avancer la cadence de traitement au niveau des hôpitaux. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je suis très ravi avec mes collègues chinois qu'on avait invités ensemble pour participer à ce panel qui est dédié à l'intelligence artificielle que vous appliquez au domaine médical. Juste pour faire une petite parenthèse par rapport à mon passé, c'est plutôt plus, je suis plus ingénieur spatial et donc à travers cette expérience, on dit toujours dans le spatial, on essaie toujours d'aller innover avant que ça passe dans l'automobile, avant qu'on arrive dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai, j'ai commencé avec des notions, quand j'étais dans l'aéronautique, de travailler dans le numérique. Ensuite, voilà, je me suis retrouvé dans un laboratoire à Paris. Si vous connaissez l'école normale sud, actuellement je suis chercheur dans ce laboratoire qui fait partie de Paris-Saclay. Et le laboratoire, il est depuis une vingtaine d'années, il est orienté dans l'intelligence artificielle. Et ces 5 dernières années, il fallait trouver une application assez concrète à l'intelligence artificielle, ce qui fait que cet institut, qui s'appelle l'Institut Aurélie, qui est l'association d'une équipe de mathématiques appliquées, et il y a maintenant, parmi eux, il y a des prix de médailles Fields, des médailles Abel, qui sont l'équivalent de prix Nobel en mathématiques. Et après, il y a 3 hôpitaux, y compris l'hôpital militaire de Paris, où on essaye maintenant de trouver des thématiques communes. C'est vrai, l'intelligence artificielle, comme ils l'ont expliqué mes collègues, j'ai vu à travers les présentations de ce matin, il y a, quasiment ça généralise et ça va tellement vite que derrière, je ne parle pas des patients, mais aussi des acteurs, des médecins, on a du mal à suivre. C'est vrai, l'idée de l'intelligence artificielle, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce mot, c'est comme un oignon. Voilà. À l'intérieur, moi j'ai commencé ma carrière dans ce qu'on appelle l'optimisation mathématique. C'est tout simplement des mathématiques pures, qui est basée sur des méthodes qu'on appelle méthodes dégradées. Ensuite, dans les années 2000, quand j'ai fini ma thèse dans les années 99, on commençait à avoir ce qu'on appelle des méthodes probabilistes, des méthodes basées sur ce qu'on appelle des méthodes pour faire des prédictions. On a créé ce qu'on appelle des surfaces de réponse. Tout simplement, on essaie d'optimiser le temps pour prendre une décision, pour aider pour des décisions. Et après, on est passé à une couche, ça c'était la première couche centrale, qu'actuellement on appelle le deep learning, parce qu'il y a toujours une investigation pour développer ces méthodes, pour aller un peu mieux et plus sage. Après, il y a la petite couche au-dessus qu'on appelle le machine learning, qu'on appelle Artificial Neural Network. Il y en a quasiment une centaine suivant la topologie topographique. Et après, la dernière couche, moi j'appelle la couche pour les journalistes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En fait, tout ce qu'on ne comprend pas, on envoie vers l'intelligence. Mais en fait, c'est quoi? C'est tout simplement des outils d'aide pour la décision. Les machine learning, qui sont vraiment la couche la plus importante dans la décision ou dans l'intelligence artificielle, elle est basée sur quelque chose de très important. J'ai entendu ce matin
différents collègues italiens, polonais et d'autres collègues marocains par rapport aux précisions IoT des données. Vous avez posé la question qui est partagée dans toute la communauté qui utilise l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'efficacité des données et la valeur de ces données. Si on va dans la médecine, moi j'utilise des données d'intelligence artificielle pour le génie civil, pour l'aéronautique, et la question qu'on se pose dans le domaine médical, c'est cette non-homogénéité des données. On peut avoir des rythmes cardiaques, des images, on peut avoir du temps dedans. Les données, ils sont très hétérogènes. Et ce qui fait au niveau de l'intelligence artificielle pour la prédiction, ça devient très très grand. Donc voilà, dans notre laboratoire, je vais juste parler de deux axes. Le premier qui est lié plutôt analyse des signaux cérébraux, le cérébral. On a beaucoup de données qui viennent des hôpitaux. Par exemple, on essaie de détecter à travers le signal s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. On lui demande tout simplement de mettre, on met des signaux sur sa tête, il y a des techniciens qui mettent ça, et après on lui demande de marcher. Le temps de marcher sur 15 mètres, on récupère le signal, et à partir de ce signal, on fait ce qu'on appelle the pattern recognition. C'est juste un motif dans le signal qui nous permet de dire qu'il y a un problème avec cette personne. Rien qu'en le faisant marcher 15 mètres avec ces détecteurs solaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ça, on détecte sur le signal directement, on l'utilise aussi, j'utilise pour des projets en Chine, pour détection sur l'endommagement des, vous savez, on a pas mal de ponts, et détecter les signaux, on arrive à donner ce qu'on appelle l'état de santé d'un pont ou d'un bâtiment. Maintenant, il y a un autre axe qui est très important, c'est qu'on utilise aussi, comme il a expliqué le collègue, on a beaucoup de radios qui viennent d'IRM, des scans, tout ça. Dans les hôpitaux, on ne les archive plus maintenant comme papier, on les archive sous des formes d'images. Et bien entendu, il n'y a pas mieux que des données pour consolider ou renforcer l'intelligence artificielle pour prendre une décision. Et donc, comme dans les tumeurs cancéreuses, dans pas mal de problèmes qu'on trouve à travers les images, c'est ce qu'on appelle du post-traitement. Et ça demande beaucoup de mémoire. Merci aux ordinateurs que vous avez utilisés en Chine. Ils ont la chance d'avoir 5 des plus rapides, 2 dans les top 5. Il y en a 2 ordinateurs qui sont parmi les plus rapides au monde. Ils se trouvent en Chine. On a un à Guangzhou et un à Shenzhen. Et donc ça permet de faire de travail de détection d'une manière, l'équivalent c'est qu'une détection qui se fait sur 1 an, on arrive à le faire en 1 heure et demie. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, c'est des moyens, c'est comme un bâtiment qui représente un ordinateur. Donc on arrive à travailler avec ça, avec les collègues chinois, et d'ailleurs à partir de septembre, grâce à ce prestigieux prix que j'ai eu en Chine, ça me permet de faire quelques travaux pendant 3 ans, et je serai basé dans le sud de la Chine. Et bienvenue, chers amis, pour les visites et aux collègues, vous êtes les bienvenus. Intitulé la iatrogénie médicamenteuse à l'ère du 4.0. Alors, c'est un programme et un très bel exercice pour une session d'intelligence artificielle de basculer de présentation classique, des diapos, à une intervention orale. Oui, donc si j'arrive à vous happer oralement, aussi bien qu'avec une présentation, on a tous gagné, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur l'emprise de l'intelligence et de l'informatisation. Donc, dans le titre, il y a deux parties. La partie 4.0, qui en fait, ce qu'on avait décrit, qu'on voit aussi parfois avec l'intelligence artificielle, c'est un fourre-tout, on met plein de choses. Mais en fait, c'est tout simplement, comme l'a si bien dit mon voisin, ce sont des outils pour faciliter les tâches et faciliter pas n'importe quelle tâche, les tâches difficiles, lourdes,
ennuyeuse, parfois dangereuse. Tout ce qui est écrit, tout ce qu'on peut faire en un an, le faire en 2 heures, c'est magnifique. Alors ça c'est gagné. Ça c'est une bonne chose que peut nous apporter le 4.0 et on parle aujourd'hui du 5.0. 5.0, c'est-à-dire qu'on remet l'homme autour de la machine parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait perdre un peu quelque chose d'important. Donc ça c'est la première partie du titre. L'autre partie c'est la iatrogénie. C'est un peu barbare, médicamenteuse. Dans médicamenteuse, on comprend, iatrogène, ça vient du grec iatron, ça veut dire médical. Ça veut dire que ce sont des complications qui sont dues à la médecine ou à la pharmacie. Une iatrogénie médicamenteuse, ce sont des complications liées aux médicaments. Les médicaments sont faits pour guérir, mais parfois ils peuvent nuire s'ils sont mal utilisés ou mal associés. Et donc, dans la présentation, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des médecins maintenant qui interviennent de loin, on peut faire des opérations chirurgicales de loin. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le médecin, on l'a aidé. Que fait un médecin en fait? Il fait 2 choses principales. Il fait un diagnostic et un traitement. Alors, sur le diagnostic, il a assisté d'une manière extraordinaire. Dans les radiologies, ils sont d'une précision incroyable, les analyses médicales, nous n'en parlons pas, etc. Tout ça, donc il est aidé, c'est normal. Pour le traitement, il y a 2 façons d'agir. Soit une intervention chirurgicale, soit une prescription thérapeutique. Pour l'intervention chirurgicale, il est encore très assisté techniquement. On le sait, on voit bien, avec toutes les... Là, on n'a qu'à faire le tour, vous voyez ce qui est inventé chaque jour. Mais par contre, sur la prescription médicale, là, il n'est toujours pas aidé. Donc, pour prescrire un médicament, il n'est toujours pas soutenu, il n'est toujours pas aidé. Alors que, pourquoi en fait? Si on se pose la question, pourquoi on a aidé au diagnostic, on a aidé pour la chirurgie, et pas pour la prescription? Tout simplement parce qu'une erreur sur la chirurgie, elle est vite vue. Une erreur sur le diagnostic, elle va savoir rapidement. Une erreur sur la prescription, elle est plus sournoise et elle peut passer inaperçue. Et donc aujourd'hui, cet inaperçu, on ne le veut plus. En Europe, on évalue cet aperçu. Et moi, j'ai commencé en 2000 avec des études sur la prescription de détail et après sur les ordonnances dans la pharmacie. J'ai analysé dans le temps 1500 en 2003 et en 2013, j'ai refait la même étude pour voir un peu quelles sont les non-conformités de l'ordonnance, aussi bien de forme que de fond. Alors, je vais aller à l'essentiel. La non-conformité principale concerne les contre-indications majeures, ce qu'on appelle les contre-indications que si vous prenez ce médicament, vous allez plus vous faire du tort que vous le traitez. Ben, ça existe, très rare heureusement, mais on l'a évalué statistiquement, c'est de l'ordre de 3 à 4% sur les ordonnances, on n'en redonne pas. Pour information, après ça nous amène à quoi? 3-4%, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Eh bien, 3-4%, sachant qu'il y a 1 million de Marocains qui passent par jour dans les pharmacies, sur ces 1 million, il y a à peu près 10% qui ont une ordonnance. Le calcul est vite fait, on a 3 à 4 000 par jour, et 10% c'était en 2010, maintenant c'est un peu plus, mais bon, 5, 6 000, 7 000 ordonnances dangereuses par jour. En France, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, en France, le taux n'est que de... Pour c'est de citer la France, sans études, c'est en fait un peu partout. En France, ce sont les prescriptions dangereuses, les contre-indications majeures sont de l'ordre de 0,18%. 0,18 par rapport à 3, c'est peu. Mais lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 5 millions de Français qui passent par jour dans les pharmacies, et sur ces 5 millions, il y a à peu près 80% qui ont une ordonnance, c'est pas comme au Maroc. Donc le chiffre global d'ordonnances dangereuses, c'est à peu près le même commun. Donc c'est pour vous dire que c'est... Alors en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on soutient le médecin. Par quoi? Parce qu'on appelle des logiciels d'aide à la prescription. En résumé, l'AP, logiciel d'aide à la prescription. Il y en a une quarantaine en France. Eh bien, au Maroc, on n'en a toujours pas. On n'en a toujours pas et j'ai eu le plaisir là récemment, depuis quelques mois, on travaille dessus, de parrainer une start-up qui a enfin donné une solution à ce vide.
Et dorénavant, il existe maintenant une application 100% marocaine, un logiciel, un app marocain, développé par une équipe multidisciplinaire, des informaticiens, des médecins, des pharmaciens, donc qui va couvrir ça. Cette application va aussi s'étaler aux pharmaciens, parce que l'ordonnance qui sort chez le médecin, elle va être délivrée par le pharmacien. Le pharmacien, bien sûr, si tout est arrêté en amont, c'est bien, mais si jamais le médecin n'a pas ces moyens-là, le pharmacien peut aussi sauver et éviter ces iatrogénies médicamenteuses. J'espère que je vous ai intéressé un peu, même sans diapositive, avec le sujet. Merci beaucoup de votre passage. Bien sûr, la présence de l'IA dans la santé, dans la médecine d'une manière générale, sous forme soit de télémédecine, soit sous forme bien sûr de traitement de données, avec mais aussi des traitements de signaux dans la télédétection, soit dans les e-santé par la présence de plusieurs applications. Certains collègues ont parlé aussi de l'intelligence 4.0, 5.0. Et moi je dis toujours, il y aura X.0 parce que chaque année ça évolue tellement qu'on ne peut pas maîtriser le niveau d'évolution avec aussi la technologie électronique, ça évolue énormément. Donc, il suffit de parler de X.0 parce que dans une année on peut parler de 5, 6, 7. Et puis certains collègues, il nous a parlé un peu de ce qui se passe en Chine, qui est très important au niveau télémédecine, et on sait un peu avec la technologie, au niveau nanoélectronique. En Chine, il y a une révolution dans la télémédecine. Et puis, si certains collègues ont parlé surtout des traitements de données, et puis de traitement de signal pour la télédétection, et puis leur expérience dans le domaine, je pense que j'arrête là dans ce résumé, et après je donne la parole à la présence pour débattre et faire une interaction entre, bien sûr, la présence. Votre présentation qui est très fructueuse. Donc ma première question va à professeur Alaoui. Donc vous avez parlé des applications pour la télémédecine, donc en cours de développement au niveau du mobile portable. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a un cadre médico-légal qui regarde ces applications-là? La deuxième question, c'est pour professeur Boatan. Donc, vous avez parlé des solutions que vous proposez pour le déploiement au niveau de l'imagerie médicale, pour la détection des tumeurs au cerveau, et ainsi de suite pour les cardiovasculaires, des cailloux, le myocarde, tout ça. Je voulais savoir, est-ce que ces solutions-là sont déjà exploitées par des centres d'imagerie ou par des radiologues, et est-ce qu'il y a des statistiques au niveau des gains de diagnostic en utilisant ces solutions-là? Merci beaucoup. Alors, sur le plan réglementaire, on a un décret sur la télémédecine qui est sorti en 2018 et revu en janvier 2021, qui dresse toutes les facettes de la télémédecine, et notamment la télésurveillance. Il y a la téléconsultation, téléexpertise qui est connue, mais il y a aussi la télésurveillance, la régulation médicale. Et le mobile health peut rentrer dans cette télésurveillance ou la régulation médicale. Donc, du moment qu'il n'y a pas encore de prescription, parce que la e-prescription, elle est en cours, on n'a pas encore de cadre légal, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez faire des applications mobiles pour la surveillance de diabète, par exemple, sur plusieurs maladies chroniques, et je pense que du moment que c'est du conseil, on va référer les mobiles applications sur le téléconseil, et c'est réglementé, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance par la CNDP. À chaque fois qu'on fait une application, une plateforme, il faut avoir l'accord de la CNDP avec un numéro d'autorisation. Alors, par rapport à l'exploitation des résultats, alors nous, en tant que laboratoire de recherche, on fournit des résultats et on compare avec l'existant, avec la littérature la plus récente. Et bien sûr, on donne le modèle de raison
du réseau de neurones qu'on a utilisé. C'est-à-dire qu'on fournit le modèle et le diagramme de classe avec quoi on a rédigé le programme et on compare les résultats avec ce qui est dans la littérature la plus récente. Sinon, votre travail ne sera pas publié. Alors, reste maintenant les ingénieurs, les producteurs des appareils médicaux, notamment les appareils de radiologie. Ce sont eux, ils ont leurs ingénieurs, ils cherchent, ils activent les solutions, ils les intègrent dans leur appareil. D'ailleurs, si on voit un petit peu les performances des machines, des appareils qu'on a, ils se comparent. On vous dit, ça, ils utilisent tel algorithme, ils utilisent telle méthode, la précision de temps, mais on ne dit pas c'est le travail de monsieur tel ou tel. Les industriels, ils ont leur stratégie, donc ils prennent des solutions de la littérature et ils cherchent à les appliquer, à développer leurs solutions. C'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on ne peut pas contrôler est-ce qu'elle est utilisable ou pas. Voilà, merci. Donc, normalement, la plupart des médecins ou des industriels cherchent. Lorsqu'on dit recherche-développement, c'est des recherches avec le résultat d'un brevet et des prototypes. C'est pas l'objectif, c'est de déposer des revues indexées, mais recherche appliquée, recherche fondamentale, c'est là l'objectif d'aller vers, bien sûr, des revues indexées, des publications. Mais recherche-développement, c'est d'aller vers des brevets et d'aller vers la phase d'après, c'est l'industrialisation, et bien sûr pour les industriels, c'est la commercialisation. On va se faire après. Des collègues. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Aïssam Prey, je suis président de l'Alliance francophone pour la qualité et gestion des risques en santé et membre fondateur aussi de la Fédération des acteurs de la santé. Donc je remercie tous les intervenants pour leurs pertinentes interventions. Et justement, c'est un sujet qui évoque quand même beaucoup de réflexion, parce que c'est un sujet d'abord qui n'est pas tabou, parce qu'on entend parler souvent de l'intelligence artificielle, mais il y a des faces cachées, comme l'a dit le professeur Bassir, parce qu'il y a 3 couches. Alors, juste pour d'abord remercier le professeur Bensouda par rapport à la problématique de la hétérogénéité médicamenteuse ou des erreurs médicamenteuses de façon un peu plus démystifiée. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça pose un réel problème parce qu'on ne se pose jamais la question qu'est-ce qu'on fait avec le médicament au sein de la structure de soins. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'application propre à l'aide à la prescription qui peut détecter éventuellement des erreurs médicamenteuses ou des erreurs de calcul de dose ou autres, surtout en oncologie, parce que quand même, c'est un secteur qui est très à risque. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certaines structures de santé, je ne peux pas citer le nom pour ne pas faire publicité au Maroc, qui ont quand même des systèmes d'information hospitalière intégrés. Intégré, ça veut dire qu'il y a un dossier médical informatisé avec un outil qui va. Alors, je tiens à souligner aussi le risque qui doit être aussi étudié peut-être pour nos collègues et confrères qui ont souhaité beaucoup de succès, à étudier aussi l'interopérabilité entre cette application et les systèmes existants chez eux. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dans la régionalisation de l'offre de soins, et chaque région elle aura son propre système d'information. Donc, qu'en est-il après, en fait, justement, pour gérer les data derrière? Alors, je rebondis sur ce que dit le professeur Bassel, justement, parce qu'aujourd'hui, pour faire l'intelligence artificielle, on a besoin de data. Ça veut dire que la data doit être pertinente pour qu'on ait une intelligence artificielle. Gardez le mot intelligence, sinon on sera dans la justice artificielle. Donc ça ne sera pas l'outil d'aide à se tromper. Donc souvent on se base pour des études locales sur des data internationales. Ce qui pose le problème en fait de l'adéquation entre la pathologie internationale avec nos pathologies locales, avec nos problématiques locales, nos habitudes locales et aussi nos molécules locales, parce qu'on fabrique beaucoup de molécules médicamenteuses. Il faudrait aussi qu'on prenne attention à ça. D'où l'intérêt de se poser la question aujourd'hui, comment on gère et on crée des données dans nos structures de santé qui puissent permettre à nos chercheurs justement de disposer de données pertinentes qui leur permettront en fait justement d'avoir des outils d'aide à la décision qui soient les plus précises possibles. Bien entendu, la marge d'erreur 0%, ça n'existe pas, mais au moins il faut quand même accompagner les acteurs. La dernière question, je suis désolé en fait de cette longue intervention, c'est aussi comment monter ou améliorer la connaissance aussi des utilisateurs d'IA. Parce qu'il y a l'IA qui peut être bonne, mais aujourd'hui, quel est le niveau en fait justement de génération de valeur ajoutée? Si je ne sais pas utiliser un robot de chirurgie, bien sûr, je vais en tirer bénéfice peut-être à 10%, mais pas à 100% parce que je n'ai pas été accompagné et formé à l'usage de cette intelligence artificielle. Je vous remercie. J'ai le privilège de travailler dans 2 environnements français et chinois. Et je pourrais parler à peu près du système de santé et au niveau des données.
Donc c'est vrai, au niveau système marocain, qui est calqué sur le système français au niveau des données, c'est vrai que c'est très important la protection des données, c'est très important la compatibilité des données. En France, il y a deux systèmes, par exemple, il y a avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, il fallait absolument être chez le médecin face à face pour pouvoir faire un diagnostic. Prendre rendez-vous, c'était un cauchemar. Ensuite, il y a eu la période Covid où il y a des applications qui s'appellent Doctolib, il y a des MyNet, deux applications un peu concurrentielles. Ça dépend des médecins, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais les applications existent. Maintenant, les données qui sont sur la santé, c'est vrai, ils sont stockés dans l'équivalent, ce qu'on appelle la sécurité sociale en France, en Maroc, où ils ont toutes ces données par rapport aux patients. C'est normal, il y a des remboursements, il y a des suivis. Quand on demande un remboursement, on donne des détails. On ne va pas se rembourser si on n'a pas des données fiables. Ensuite, ces données, à qui peut avoir accès à ces données? En France, jusqu'à maintenant, on a une carte de santé. Il faut aller chez le médecin, et c'est le médecin, il l'active, il a besoin de cette carte pour regarder votre dossier. Sur le site internet, nous, on peut dire chaque médecin, il a accès à quelle information par rapport à toutes les informations. On a le droit d'aller voir un médecin généraliste, on a le droit d'aller voir un spécialiste ou d'autres généralistes, mais je n'ai pas besoin que le généraliste connaisse le dossier ou que de l'autre généraliste. Donc on peut avoir cet accès et on le contrôle sur le site internet. Et là, bon, on a ces données qui sont protégées, bien entendu. Le système chinois, c'est une autre philosophie. Les données, c'est protégé, mais ça reste toujours, comment dire, ils ont accès. Donc tous les médecins, en général, comme on dit en Chine, quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre en fait. C'est les données, l'État, c'est vraiment les hôpitaux, c'est des hôpitaux d'État. C'est complètement différent avec le Maroc ou la France où on a des hôpitaux privés. Ça n'existe pas en France, en Chine, pardon. Le médecin particulier, quand on va le consulter, ça n'existe pas. Donc confirmé, qu'on n'a pas des consultations dans un cabinet privé. On a des consultations maintenant. Voilà. Depuis quand? Mais c'est récent. Bon, c'est le système que j'ai soigné. Mais je te laisserai parler alors. On a des hôpitaux privés, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas très bien. C'est les hôpitaux publics qui marchent très bien. Mais les gens, les données ne se changent pas. On ne partage pas les données entre hôpitaux. Mais entre régions, en France, c'est national. En Chine, c'est chaque hôpital a son donnée soi-même. Donc ça reste local. Oui, c'est très local. Moi, je complète un petit peu avec ma collègue, c'est que le système de santé en Chine, c'est de l'hôpital privé et public. Le public présente à peu près 95%. Donc le privé, c'est petit. Mais ça se développe très rapidement. Et les données en Chine, les données de santé, c'est rigoureusement contrôlé, c'est-à-dire on a un grand big data au centre du ministère de santé de Pékin. Ça, c'est essentiel. Donc, ça, c'est extrêmement contrôlé. Et chaque hôpital capte leurs propres données, mais on n'échange pas l'hôpital d'un hôpital à l'autre. C'est le même système avec l'hôpital privé ou à l'hôpital public. C'est parce que chaque hôpital, vous savez, on a une population 600% et chaque hôpital a un donné déjà assez important. Donc les échanges, ça pose beaucoup de problèmes. Et aussi, vous savez, comme vous comprenez très bien, en Chine, chaque hôpital, et surtout pour les hôpitaux privés, il y a une petite concurrence entre les. Donc, on a, pour échanger des données, au niveau
de l'État, ça on promeut. C'est-à-dire on encourage des hôpitaux changent les données pour éviter des répétitions des examens et donner et perdre beaucoup de temps. Mais là, actuellement, c'est difficile. Mais ça s'améliore au fur et à mesure. Merci. Du LAP éventuellement en réalité marocaine, aussi bien donc, surtout le public. Alors public, je suis à l'ancienneté du public, je suis chef de service de la pharmacie à Rabat. Et donc j'ai assisté à l'installation d'un système d'information hospitalier au niveau du CHU de Rabat. Alors, le système d'information hospitalier, c'est un système global qui englobe depuis l'entrée du patient jusqu'à sa sortie, en passant par la pharmacie, le labo, etc. Et donc ce sont des options qu'on a ou qu'on n'a pas. En plus, lorsque le médecin prescrit, est-ce qu'il va être avisé s'il y a interaction ou pas? Ce sont des options, je ne sais plus si on l'avait prise ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas systématique. Le plus important aujourd'hui, c'est comment gérer tout ça. Et donc, en fait, la réponse est simple. Tout dépend des hôpitaux, et ce sont généralement les grands hôpitaux qui ont ces systèmes-là. S'ils ont l'option, c'est tant mieux. S'ils n'ont pas, on peut la proposer pour des services. Et puis, pour l'autre adaptation sur le contenu, ben, bien sûr qu'on va étudier. Il y a quelque chose qui est international, ce qu'on appelle la DCI, la dénomination commune internationale, c'est la même dans le monde entier. Le paracétamol, il n'est pas tout pareil. Maintenant, ça s'appelle Doliprane ici ou autre chose là, ça c'est la marque qui va changer, mais on se base sur d'abord les interactions entre les DCI, et puis on colle dessus les marques qui sont commercialisées au Maroc. Bien sûr, on se colle sur ce qui est commercialisé au Maroc. Et puis, deuxième remarque sur le niveau IA de l'utilisateur, eh ben, c'est le grand problème. Effectivement, l'application du marocain dans l'iPhone, elle est de 130%. Je sais pas, j'ai entendu un chiffre là. Tout le monde a un iPhone, enfin un portable, un smartphone. Mais si je vous donne, je ne connais pas très bien les statistiques sur l'existence d'un ordinateur dans les cabinets médicaux, je crois qu'on peut être surpris. C'est-à-dire que vous voyez, la question elle est simple. Je demande à des collègues pharmaciens ou des anciens élèves, peu importe, dis-moi, dans les ordonnances que tu reçois, combien tu as d'ordonnances déjà numériques? Eh ben, ça dépend des régions. Il y en a qui disent bon, pratiquement pas, tout est manuel. Il y en a qui disent je suis à 30%, 40%. Ça me donne une idée sur l'introduction déjà d'un ordinateur. Alors il y en a, c'est vrai qu'il y a l'ordinateur, mais qui préfère quand même écrire à la main. Mais voilà, donc ce sont des mentalités à évoluer. Et en fait, le besoin, il peut aussi être suscité en présentant un produit qui peut être intéressant avec des parce qu'en fait, ce qu'on a présenté comme problématique, c'est vous avez soit des jeunes diplômé qui va prescrire est-ce qu'il s'est rappelé de toutes les interactions ou pas, ou alors quelqu'un qui a même formé il y a 5 ans, 10 ans, les choses ont tellement évolué qu'il y a la formation continue. C'est un manque vraiment réel, un soutien qui est la preuve. Ailleurs, il y a une flopée de l'app et sur le pas. Voilà, merci. On va prendre 2 questions, je pense 3, 4. Concernant l'adaptabilité marocaine, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un travail à faire au niveau local et régional, parce que, par exemple, je vous donne juste l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, quand vous lui demandez juste quel est le premier diagnostic à évoquer devant une toux chronique, par exemple, ailleurs c'est un cancer du poumon. Ici au Maroc, si l'étudiant ne me dit pas tuberculose, c'est une tuberculose, c'est faux. Donc c'est faux. Et donc le ChatGPT il change selon la réponse va changer selon la région où on est. Donc on va prendre les questions. Oui, rapidement, je suis le Dr Saner Koudash, mené par les propos du professeur Boerten, ce qu'il a fait sur le plan radiologie. Ben, tout simplement, quand on ouvre le dossier médical, quand on a un médecin, un patient devant soi, on ouvre ce dossier, on peut écrire les données dans le Word. On peut consulter par exemple les images, donc c'est l'imagerie, donc la radiologie. Donc je passe à une autre solution, un autre logiciel, je ferme le premier et j'ouvre un second.
la biologie clinique, c'est numérique, donc je ferme les deux et je vais chercher, et je vais ouvrir un autre. Je dois aller par exemple sur la prescription médicale, là, encore une fois, j'ouvre un autre. Mais quand je suis quelqu'un de feignant, j'aimerais bien aller directement ouvrir un seul. Pourquoi aller? Est-ce qu'il y a moyen dans les algorithmes, je sais très bien que un bon mathématicien, tu as une équipe excellente, est-ce qu'il y a moyen de regrouper tout ça en un seul? Merci. Bon, Hamid Malzouz, je suis directeur de recherche à l'INSERM, je dirige une équipe à l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Londres. Et en fait, je porte beaucoup d'intérêt à ce que vous avez raconté, M. Basset, en particulier tout ce qui est facteur prédictif de maladie du cerveau, parce que je travaille en neurosciences sur la maladie de Parkinson, et on a beaucoup de mal à trouver des biomarqueurs qui vraiment prédisent tel ou tel va développer la maladie avec le temps et pas d'autres, etc. Et vous avez parlé de cette approche d'enregistrement en fait, de la surface du crâne, je pense que c'est de l'électroencéphalogramme qui est enregistré et en quelques minutes de marche, on peut détecter. J'aimerais bien avoir plus de précision si vous pouvez, parce que nous, on fait des enregistrements à long terme et on a beaucoup de mal à détecter en fait des biomarqueurs fiables pour prédire la maladie de Parkinson, par exemple, malgré qu'on sait quelles sont les anomalies en fait au niveau des signaux, etc. Mais pour un EEG de surface, si vous pouvez, juste si vous pouvez nous donner plus de détails. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis membre associé à la Fondation de recherche et développement, innovation en sciences d'ingénieur, éventuellement super santé, et professeur universitaire en système d'information. Alors, plutôt, moi, je vais m'intéresser au logiciel EPA. Et ma question concerne bien sûr l'intervention de M. Missouda. Alors, d'abord, je me demande comment on va inciter les médecins à utiliser ces logiciels EPA. Est-ce qu'on inclut ces technologies dont vous avez parlé? Oui, certes, l'X.0 aujourd'hui, alors ces nouvelles technologies dans le cursus universitaire, soit des pharmaciens ou bien éventuellement les médecins, etc. Et plutôt, ma question concerne principalement la data. Alors, concernant ce logiciel, est-ce que réellement il utilise derrière des algorithmes d'intelligence artificielle? Comme a souligné M. Basset, alors si on ne connaît rien, on va dire intelligence artificielle. Mais si on descend un petit peu, on va rentrer dans le machine learning, deep learning, etc., les systèmes experts. Est-ce que les SCA, c'est juste des logiciels de gestion, ou bien réellement elles portent sur des technologies d'intelligence artificielle? Alors, derrière, je veux bien que vous m'éclaircissiez un petit peu le input en data, voilà, output, on le sait, c'est la prescription. Mais quelle entrée et quel traitement derrière? Merci. Merci. Docteur Khounoukhabia, les médecins, j'ai suivi avec attention l'exposé de professeur Alaoui. On peut suivre les maladies chroniques par télésurveillance ou un suivi de grossesse, mais à suivre des malades cancéreux par téléconsultation, est-ce qu'on ne court pas un risque inacide? Ingénieur de formation, je suis à la retraite depuis un moment. Alors j'ai trois questions. Je constate que l'IA, si j'ai bien compris, c'est le transfert de l'expertise de l'homme vers la machine et avec une restitution. Alors je me dis, dans ce cas, l'IA va être plafonnée, son savoir va être plafonné au savoir des hommes. À ce moment-là, je me pose la question, si vous avez une réponse, comment on fait la sélection des experts pour développer de l'IA? Deuxième question, c'est un peu les appareils concernant l'application de l'IA dans l'imagerie. Alors, les appareils d'imagerie aujourd'hui, ils produisent des images, le nom l'indique. Et ces images, elles sont adaptées parce qu'elles doivent être adaptées à l'homme qui doit utiliser ses yeux pour interpréter des images. Aujourd'hui, on veut faire lire des images à l'IA. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'adapter les machines de diagnostic parce que passer par l'image aujourd'hui n'est plus nécessaire? On peut court-circuiter tout ça et aller directement à des informations qui seraient peut-être plus pertinentes et plus faciles.
Troisième question, c'est la médecine s'est développée à travers les temps par des généralistes, puis on est passé à par la suite à des spécialistes. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de silos entre spécialités, etc. Il y a des difficultés. Alors, avec l'IA, est-ce qu'on ne peut pas revenir à des médecins généralistes qui peuvent consulter avec des moyens très faciles, des diagnostics plus adaptés, et aller vers des choses plus rapides, parce qu'aujourd'hui, surtout pour des gens du Maroc et des gens qui habitent la montagne, c'est pas du tout très facile. Merci. Ça répond à la question. Effectivement, il y a, donc là on a, c'est ce qu'on appelle les données non structurées. Dans le langage informatique, on doit mettre tout dans quelque chose de structuré. Mais les inputs de données, il y a les images, il y a les radios X, il y a même le vocable, même la parole, il y a donc les analyses biologiques et tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données non structurées. Alors il y a des algorithmes d'IA qui permettent de convertir ces données-là sous format structuré qui vont être dans les bases de données et bien sûr qui vont être exploitées. Et donc là, tout c'est l'IA générative, c'est-à-dire à partir des données non structurées, elle génère des données structurées qui vont être exploitées par les algorithmes. C'est des solutions qui existent et qui sont en progression exponentielle. Donc Non, c'est pour très bientôt. Il faut savoir qu'actuellement, le développement de l'intelligence artificielle, rien que pour les applications d'IA dans le domaine médical, si on revient un an en arrière, on va trouver une dizaine, une centaine de solutions. Maintenant, il y a des milliers. On a l'embarras du choix. Nous allons avoir, les médecins, ils auront d'autres problèmes. Quelle est l'application, la meilleure application qui va être convenable à leur façon de faire, etc. Ça va être un autre problème chez les médecins. J'ai une petite réponse à la question de monsieur. Même la philosophie de la médecine va changer. Ça veut dire qu'il ne va plus avoir un médecin généraliste comme on l'observe maintenant, comme on le conçoit. Ça veut dire que le niveau de la médecine va être augmenté. Si on fait un retour en arrière, le médecin généraliste, avant la radiologie, avant les analyses, il faisait qu'un diagnostic très par questionnement et débat. Il donne une ordonnance sur la base de ce qu'il a compris. Maintenant, on renforce le diagnostic par ces instruments, et maintenant, c'est l'IA qui va encore aider. Ça veut dire que le généraliste de maintenant bien de demain, ça veut dire c'est l'équivalent de spécialiste d'il y a 10 ans ou autre. D'accord? Donc ça évolue et le niveau, bien sûr, des médecins va évoluer, et surtout les spécialistes, et c'est la technologie qui va aider tout à augmenter. Merci. Je continue sur l'énoncé de mon collègue. C'est vrai que si on regarde l'histoire humaine, ça ne se mesure pas aux centaines d'années, encore moins aux milliers d'années. Sur une évolution à l'échelle humaine, c'est sur quelques millions d'années. Et si sur les millions d'années, on se focalise juste sur un point, il y a à peu près 100 ans, les 100 dernières années, on est passé du cheval au satellite, ça c'est vraiment monsieur tout le monde. Maintenant, si on regarde l'ordinateur lui-même, c'est sur l'échelle de 50 ans. Sur l'échelle de l'ordinateur, on est passé d'un ordinateur qui faisait une maison à un ordinateur smartphone. C'est quelque chose qui était, il y a 20 ans, inimaginable de dire qu'on va regarder la télé sur son smartphone. Maintenant, au niveau des applications, bien sûr, sur cette échelle de 20 ans, on est maintenant dans une montée exponentielle pour les gens. On est vraiment avec une pente très très raide. Ça veut dire que l'échelle de notre existence sur les 10 prochaines années, ça va être extraordinaire. Il y a des choses qu'on voit. Moi je voyais des choses en Chine, c'est parce que ça se développe tellement vite.
surtout pour l'intelligence artificielle, on la trouve partout. Par exemple, on trouve même pour embarquer dans l'avion, reconnaissance faciale, parce qu'on reconnaît automatiquement et associe les données à des choses. Dans les trains, pas mal de choses, dans les plaques, dans les parkings, il n'y a plus de tickets. C'est quelque chose que on doit s'adapter. On va s'adapter et tout le monde va s'adapter, aussi bien les patients que les médecins. Donc, on va y être. C'est juste question de. Comment dire, merci à notre adaptabilité, on va sûrement réussir à avoir cet outil d'aide que les médecins vont utiliser instinctivement par la suite dans leur diagnostic. Et on va revenir, comme vous l'avez mentionné, des spécialistes aux généralistes et des par l'IA, parce que l'IA, honnêtement, elle va se baser sur les données. Et non seulement les données ne seront pas plafonnées, parce que ce ne sont pas que les données qui existent. L'IA, l'objectif de l'IA, c'est de pouvoir créer des nouvelles données, créer des nouveaux scénarios, et on les voit, elle peut dessiner des tableaux, faire des missions, faire des solutions, et donc il n'y a pas vraiment de limite de données. On appelle, les collègues ce matin, ils ont parlé de ce qu'on appelle les données réelles expérimentales, mais il y a aussi les données, ce qu'on appelle le digital twin, ça veut dire qu'on aura un modèle de l'humain, on aura le modèle physique, mais on aura un modèle humain. Le modèle associé, c'est comme sur le bas. Et le modèle humain, c'est le médecin qui va travailler sur ce suivi, avec tous ces capteurs, toutes ces données, on va créer un modèle. Et c'est vraiment, ça va être très complexe, et merci aux ordinateurs actuels. Sinon, juste pour répondre à la question du collègue, là ça va être un peu plus technique, je suis désolé, mais c'est vrai que l'instrumentation c'était par des médecins, donc ils choisissent au niveau du crâne des points sensibles qu'ils identifient pour l'analyse des signaux. Donc nous, dans notre laboratoire, on a des signaux, c'est comme le signal du cœur, mais un peu, quand il marche, on a des signaux qui n'arrivent. Et on a beaucoup de signaux, mais ce qui est le plus important, on a le signal, parfois on n'arrive pas à extraire, mais la corrélation entre les signaux nous permet de faire sortir ce qu'on appelle ce motif, ou cette information qui est ce qu'on appelle cachée. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est, parfois il est très sensible, très faible. Mais on arrive à la diagnostiquer. Après, c'est à nous de définir la limite de ce que. Voilà. Parfois, on a des images pour répondre. Les images, chaque image qu'on voit nous en 3D, en fait, c'est une superposition de 3 images. C'est comme ça qu'on applique ce qu'on appelle pour les détections des endommagements des structures. Par la vision, l'IA a une vision qui est différente de la nôtre. C'est tout simplement cette superposition de 3 matrices. Si je peux le définir, 3 matrices de couleurs, et chaque, après c'est la précision, ce qu'on appelle la résolution de l'image, après c'est entre 0 et 255 au niveau des valeurs, et en associant ces matrices, parfois en regardant les 3 couleurs à l'œil nu, on ne voit pas, mais en regardant une matrice, on arrive à trouver cette matrice, ce qu'on appelle d'effet, et là on dit il y a un problème. Après, on revient et on fait une analyse approfondie. Mais pour le cerveau, c'est vrai que c'est beaucoup basé sur les corrélations, parce que, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais le travail, quand on marche, ça fait, c'est le mouvement qui fait, on le sent pas, mais les médecins me disent, voilà, il fait tout fonctionner, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi je fais le post-processeur de tout ça, et donc on détecte. Voilà, merci. La question est portée sur le LAP et le LPA, c'est le logiciel fait à la prescription. Alors, comment l'approcher pour le médecin? C'est un besoin qui est d'abord exprimé. Si on s'est penché dessus, c'est qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, c'était un manque. Alors, beaucoup de médecins sont preneurs dessus, parce qu'effectivement, même si c'est pas quelque chose, comme je dis, un accident de la route ou un avion qui tombe, tout le monde l'apprend, on sait partout, mais un accident lié à une mauvaise association de médicaments, personne ne le sait. Et dans la démarche qualité, ce sont les non-conformités les plus dangereuses. Ce sont les non-conformités sournoises et les plus détectables.
question la plus difficile. Donc là, on est en plein dedans. Il y a, donc si on décide d'attaquer ce qui est sur le noir, ne pas se taper que ce qui est visible, ben c'est un bon champ de travail et beaucoup de messages surpreneurs. Maintenant, comment ça marche, c'est un petit peu compliqué de décrire l'aspect technique. Moi, en tant qu'expert pharmaceutique, mon rôle, c'était de connecter toutes les interactions possibles et imaginables sur la littérature et dans les bases de données internationales, etc. Parce que, comme je vous ai dit, une PCI, elle est partout pareille. Donc, ce sont des bases de données et des informations que la connecter un peu partout. Puis après, que je donne aux informaticiens pour dominer tout ça. Et nous sommes dans la formule d'étape du lab. Il va être validé très prochainement. Et voilà. Donc, les inputs, c'est quoi? Les inputs, c'est d'abord l'information concernant le patient. Bien sûr, l'information administrative, ça c'est un détail, mais les informations spécifiques. Est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a comme particularité, est-ce qu'il est obèse ou quoi, etc. Et puis, si une femme, est-ce qu'il est enceinte, ou pas enceinte, des jeunes, en âge de procréer ou pas. Donc, tout ça, c'est intégré. Et après, lorsqu'on prescrit un médicament, le médicament, déjà un médicament tout seul, il va dire ah, attention. Ce médicament n'est pas bon, on l'a compris chez le docteur, ce médicament n'est pas bon pour cette femme, elle est enceinte. Ou en tout cas, elle est jeune, demandez-lui, donc, elle attire l'attention. Parfois, les médecins font attention, beaucoup, mais parfois on l'oublie, ça peut arriver. Donc ça, c'est pour un seul médicament, il va interagir avec ce qui est le patient. Lorsqu'on rajoute un médicament le deuxième médicament, on va étudier ces interactions avec, bien sûr, toutes les données du patient de départ, mais avec le premier médicament qui est prescrit. Est-ce qu'ils peuvent aller ensemble ou pas? Et ainsi de suite. Donc, et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est affiché tout de suite sur l'ordonnance qui est en train de taper, et il y a des petits signes qui apparaissent. Ah, attention, là il y a contre-indication, là il y a interaction, il y a des conseillers, là c'est à prendre en considération. Là il y a l'allergie, attention, la dame vous a dit qu'elle était presque, elle était allergique au pénicilline, etc. Donc ça apparaît tout de suite et le médecin corrige. Et corrige au fur et à mesure, il finit sa prescription, 3-4 ordonnances, après il passe au tirage, le tirage il fait une ordonnance claire avec zéro interaction en principe, ou alors des interactions qu'on ne peut pas faire autrement, et on va les prendre en considération. Voilà. Je voudrais dire un petit mot sur l'attention de l'intelligence artificielle. Effectivement, je sais pas, vous connaissez le logiciel Deep Blue. C'est le logiciel qui a battu Kasparov, rappelle bien, il jouait d'échecs et ça m'avait passionné dans le temps. Le jeu d'échecs, c'est 10 puissance 120 ou parties, ou 10 puissance 200 combinaisons possibles. C'est énorme. Mais pour un ordinateur de grande vitesse, ça y est, c'est défini, dites-moi juste ce qu'il y a, hop, et j'y vais. Il n'y a pas de souci. Donc à partir du moment où les règles sont claires, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qu'on fait derrière, c'est surtout de l'ordinateur, ils sont excellents. Maintenant, qu'en est-il pour ce qu'on est en train de faire? C'est pas tout à fait du Deep Blue, même si les combinaisons sont beaucoup moins, on n'est pas à 10 puissance, pas longtemps, mais c'est évolutif. Et d'abord, la médecine, c'est pas une science exacte. Et même avec les médicaments, il y en a des nouveaux. Alors que dans les échecs, le cheval, on sait comment il marche, ça ne change pas, ça y est, c'est fixé à jamais. Alors que là, il y a plein de choses qui évoluent avec le corps humain. Et d'ailleurs, plein de médicaments qu'on retire tout d'un coup du marché, qui apparaissent. Et c'est là un peu la dynamique, la particularité de ce type d'application d'intelligence artificielle à la prescription. Ça va? Merci. Pour les cancers, si on arrive à les soigner en téléconsultation, on a deux experts oncologues. Je ne sais pas si parmi. Oui. Maintenant, en Chine, je crois que la médecine est un métier risqué parce que les patients ont toujours le moyen d'accuser les médecins. Donc, les médecins maintenant se protègent bien. Donc, si je prends la décision de traitement, je serai très sûre que la décision est correcte. Si je n'ai pas vu, je ne vois pas le patient, souvent sur téléconsultation, je ne prends pas de décision de traitement.
Donc il faut toujours se protéger. En plus, si je prescris un médicament pour le cancer, c'est le chimio, c'est toxique. Donc il faut toujours voir les malades sur place. Merci. Pour votre question, en fait, l'application mobile pour le patient cancéreux, elle va servir au suivi, au rappel des rendez-vous, à des suivis au niveau de la nutrition, par exemple. Mais je pense que le patient cancéreux, c'est le meilleur modèle pour l'application, pour les applications adultes. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Regardez ici au Maroc combien on a de centres universitaires d'oncologie qui sont rares. Et donc, le patient vient au moins à 200 km pour venir juste récupérer une ordonnance de bilan. À savoir que, par exemple, tous les 3 mois, il a un PET scan, eh ben, il va venir tous les 3 mois. Pour le suivi, je dis après sa chimio, après toute la séance de radiothérapie, etc. Mais il gagne énormément, il y a moins de déperdition d'argent par les transports, il est moins fatigué, il est suivi et en même temps, il a des conseils. Maintenant, bien sûr, je parle en dehors de l'urgence, en dehors des situations d'urgence. C'est dans le suivi chronique d'un patient qui a reçu son traitement, etc., et qui a oublié son rendez-vous. L'application mobile va le lui rappeler. Elle va lui rappeler, par exemple, ses séances, enfin, s'il a un rendez-vous d'éco-cœur à faire, s'il a un suivi à faire, s'il y a un bilan à faire tous les mois. Il envoie son bilan, le médecin lui dit c'est OK, c'est pas la peine qu'il se déplace. Voilà. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est une très bonne question. Alors maintenant, expert, ça reste à savoir. Expert, il faut avoir une expérience, parce que là, l'intelligence artificielle, ça regroupe plusieurs domaines. Ça regroupe les mathématiques, ça regroupe les physiques, ça regroupe la chimie, ça regroupe l'expérimentation, ça regroupe bien sûr énormément de choses qui donnent bien sûr ce retour sur expérience. Après, d'aller vers ces traitements de données, d'aller vers, parce que il y a des très bons mathématiciens, mais ils ne peuvent pas être des experts au niveau intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est quand même très important de voir, de distinguer les domaines, parce qu'il y a des gens qui font de l'algorithmique, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Mais il y a des gens qui font de l'intelligence artificielle, mais qui exploitent l'algorithme. Donc, c'est quand même, il y a une distinction entre les catégories et entre les niveaux et les couches, parce qu'on peut dire début d'intelligence artificielle, mais bon, jusqu'où on peut aller à ce niveau-là. Donc la sélection, bien sûr, ça passe par, bien sûr, la plupart des gens qui avancent bien dans l'intelligence, c'est des mathématiciens. Pourquoi on dit mathématiciens? Parce qu'il y a une logique de raisonnement, parce que la logique de raisonnement, ça vient de l'être humain. Donc c'est pourquoi. Mais bon, après, il y a d'autres domaines. Il y a des médecins qui se convertissent vers l'intelligence artificielle en exploitant leurs connaissances au niveau médical et au niveau médecine, en intégrant un peu certaines bases de l'intelligence, et puis il devient expert de l'intelligence artificielle et pas de problème à ce niveau-là. Donc là, dernier mot, pour quelques secondes, pour tous les membres que je tiens à les remercier, bien sûr, de la Chine, de la Lyon, de la France, de Casablanca, de Mohamedia, de tout le monde. Vraiment, merci à vous, merci à l'audience, parce que bon, il y avait des questions de nous. Par l'intelligence artificielle, mais préservons notre intelligence émotionnelle. Merci. Moi qui est mathématicien de formation, je connais bien le cœur de l'intelligence artificielle. Tant qu'il y a, c'est basé sur la probabilité, et tant qu'il y a une probabilité, je suis profondément contre laisser l'intelligence artificielle prendre des décisions à 100%. Parce que cette petite probabilité peut engendrer des choses parfois désastreuses. Et c'est pour cela que la Commission européenne a validé une loi actuellement pour limiter le pouvoir de l'intelligence artificielle en Europe. Je pense que ça va se généraliser, mais voilà. Donc, probabilité, mieux vaut. Moi, je suis optimiste
Je pense que demain, chacun va avoir son médecin virtuel. Il va avoir un médecin, il va le consulter, tout ça. Et ce médecin virtuel va s'inspirer de l'expertise de la médecine générale de tous les médecins. Deuxième chose, par rapport à l'évolution, l'effet de l'intelligence artificielle au niveau de la médecine, du métier de la médecine, c'est d'aborder des sujets de multimorbidité. Parce que là, c'est très compliqué maintenant c'est à l'échelle de la recherche, on traite une morbidité, les morbidités, on les traite de manière à part. Et maintenant, ça va être l'ère de la multimorbidité, de traitement des interactions entre elles. Et donc, je suis sûr que la médecine va progresser énormément. Merci. Merci. Donc, là, je voudrais juste rappeler que nous sommes des individus uniques. Chacun ne ressemble pas à l'autre. Et donc, jamais l'intelligence artificielle va pouvoir régler notre problème à 100%. Pour vous rassurer, je dois parler de la formation. On va former dorénavant des ingénieurs médecins ou des médecins ingénieurs, mais toujours avec l'émotionnel et avec cette unicité de chaque individu et de personnalisation de la médecine. Je reviens à la médecine générale, elle doit reprendre sa valeur. Au contraire, la médecine générale, c'est maintenant qu'elle doit reprendre sa place parce que c'est le généraliste qui va pouvoir tourner autour des spécialistes qui, eux, vont utiliser beaucoup d'intelligence artificielle. Et c'est lui qui va coordonner, qui va réfléchir au même titre que l'interniste que je suis. Je suis très contente d'être ici cet après-midi avec vous. J'espère que vous allez encore en Chine aussi. Oh, ok, vous êtes tous les bienvenus en Chine. Merci, au revoir.